Salut, bienvenue dans Langue déliée. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Pour ce nouvel épisode de la deuxième saison de Langue déliée. Et oui. Et on est trop content de se retrouver autour de cette table et d'engager une nouvelle discussion autour de différentes thématiques que je vais passer en revue tout à l'heure. Et pour ce deuxième épisode, on a l'honneur d'avoir avec nous Marie Buty. Qui est du coup la fondatrice de l'association Je te crois Valais et Vaud, et avec qui du coup on va discuter aujourd'hui. Alors par rapport à cet épisode, brièvement pour faire un peu le plan, de toute façon je rappelle qu'il y a les minutages dans la description de l'épisode que vous pouvez retrouver pour vous situer à peu près où on en est dans la vidéo et l'audio. Et du coup, cet épisode, il va tourner autour justement de ton expérience en tant qu'animatrice, de ces groupes de parole. Et puis, de revenir aussi sur l'importance notamment du cadre, aussi de la structure de ces espaces de parole pour les gens qui y participent. Aussi de délimiter les missions et les objectifs de ces groupes de parole. Et enfin, évidemment, toujours et encore, le travail en réseau et l'importance justement des différents acteurs, actrices dans ces milieux. Et de voir comment on fait le pont entre toutes ces thématiques. Ouais, exactement. Alors, Marie, est-ce que tu serais d'accord de te présenter en quelques mots ? Oui, alors je suis la fondatrice de Je te crois Valais. J'ai pas mal travaillé sur les violences sexuelles de manière générale. J'ai écrit un travail de master à ce propos. Et puis, j'ai été beaucoup confrontée aussi dans mon milieu professionnel. Lorsque j'ai été intervenante sociale, c'est des thématiques qui reviennent. Et voilà. Trop bien. Ouais, merci. Et justement, évidemment, la première question qui arrive directement, c'est comment, en fait, finalement, ta propre expérience, elle a influencé cette initiative de cette association, Je te crois, Valais-Vaud. Comment ça arrivé cette très belle association. Et j'insiste, heureusement que tu es là, on en parlera d'ailleurs, plus en profondeur. Alors, je pense que comme la plupart des femmes, j'ai été donc victime de violences sexuelles. Et puis, je me suis rendu compte que face à ce vécu en fait, qui déborde, souvent on a tendance à raconter parfois pas dans les bons espaces, en fait, là où la parole n'est pas bien accueillie, où il manque aussi d'outils pour accueillir tout ça. Et puis, c'est un peu dans ce sens que je voulais pouvoir créer un lieu secure, safe, pour pouvoir accueillir cette parole, qu'elle soit écoutée et que la personne puisse être respectée dans son vécu et qu'elle ait un endroit en fait pour le faire. En fait, finalement, ça sous-tend un peu, tu me dis si j'ai tort, ça sous-tend un peu que justement qu'il y ait un endroit pour le faire parce qu'il y a un peu finalement un manque. Du coup, en Suisse, enfin pas que en Suisse, mais là, si on se concentre du coup Valais-Vaud, il y a un manque institutionnel quoi, pour ces personnes-là, qu'elles soient écoutées, crues. Oui, etc. À mon sens, il y a vraiment un manque. Parfois, on ne sait pas trop où se diriger, et puis parfois, on se dirige vers des personnes ou des professionnels qui n'ont pas les outils, c'est compliqué, et puis ça peut être finalement assez catastrophique. C'est des retours que tu as d'ailleurs, ça, par rapport aux rencontres avec des professionnels qui parfois ne se posent pas bien aussi ? Oui, alors il y en a, malheureusement, Donc là, voilà, c'est vrai, moi je trouve que c'est un besoin. C'est un besoin. ça. Et puis ce travail d'initiative citoyenne, vraiment individuelle, il est hyper sacré, quoi. Et c'est vraiment ça, c'est que ça répond à un besoin et ça rejoint, vu que tout à l'heure on parlait de du titre de ton travail de master, c'est vraiment ce passage d'une histoire individuelle à un collectif. Et puis en fait, c'est un besoin, vu que c'est des violences aussi qui sont systémiques. Il y a cette nécessité de créer ces espaces-là et en plus avec des personnes qui sont formées, qui ont les outils et dans un cadre bienveillant et où c'est réfléchi et où c'est pas juste venez, mais après on sait pas trop quoi faire de tout ça, quoi. Trop bien. Du coup, ça c'était un peu l'introduction pour que vous voyez de quoi on va parler aujourd'hui, donc déjà trop chouette. Et puis là c'était important aussi pour nous de repartir justement sur, selon toi et comment ça s'est construit et réfléchi, de poser les bases essentielles justement pour mettre en place un lieu comme ça,
sécure, un lieu bienveillant, un lieu où les gens peuvent venir déposer, parler, mais c'est quand même des choses qui se réfléchissent en termes de structure et de cadre. Oui, Ouais. oui. Et du coup, on voulait voir avec toi tes réflexions et qu'est-ce qui était important en fait Voilà. à mettre en place. Alors moi, au début du groupe, je rappelle toujours la charte, Ouais. qui est, d'abord, on peut utiliser le prénom qu'on souhaite. Mhm. Donc, on peut rester anonyme, Ouais. se donner un surnom. Enfin, Mhm. c'est vraiment libre. Ouais, super ça. Ouais. Et puis, je rappelle également la confidentialité. Mhm. Donc, ce qui est raconté ne doit pas sortir de ce cadre. Mhm. Si vraiment c'est difficile pour un ou une participante, il a Mhm. vraiment besoin de raconter ça à quelqu'un, Mhm. juste de pas donner de signes reconnaissables, Ouais. en fait. Ouais. Parce que je peux comprendre qu'on ait, parfois peut-être quand il y a un témoignage difficile, qu'on ait besoin de le déposer à quelqu'un d'autre. Oui. Ça, c'est aussi OK, à mon sens. Mhm. Mais il faut juste pas que la personne soit Ouais. reconnaissable. Totalement. Et puis aussi, bien évidemment, la bienveillance, le non-jugement. Mhm. Donc, je rappelle qu'on ne remet pas en cause le vécu. Mhm. Mhm. Si les personnes sont là, c'est qu'il y a une raison. Mhm. On ne pose pas de questions intrusives sur le vécu. La personne peut partager ce qu'elle souhaite et puis on ne va pas lui demander « Ah, mais il arrivait quoi? C'était où? C'était quand? Voilà. Mhm. Et puis également, pas d'insultes racistes, Ouais. transphobes, Ouais. voilà, pas de propos Mhm. discriminants. Donc ça, c'est très important Mhm. aussi comme cadre. Ouais. Et puis, également, je rappelle à chaque fois que quand on a beaucoup parlé, peut-être on laisse la place à quelqu'un d'autre qui voulait s'exprimer. Mhm. Et puis, on essaye de ne pas couper la parole Mhm. dans la limite Mhm. des besoins. Oui. Mais justement, alors du coup, concrètement, comment finalement ça se crée, ces groupes de parole? Par exemple, combien de fois par année? Pour qui c'est ouvert, ces groupes de parole? Finalement, où sont les lieux aussi? Vraiment concrètement, comment ça se traduit? Alors, c'est une fois par mois Mhm. à l'association Vauqueer à Lausanne. Donc, c'est au centre-ville. Et puis, j'avais créé ça initialement à Martigny, en Valais, au Club Queer. Mhm. Mhm. Et là, par contre, j'ai mis un petit peu sur pause, mais ça va probablement Voilà. reprendre aussi en Valais. Mhm. Ouais. D'où le fait que initialement c'était Je te crois Valais et qu'après il y a un petit peu Vaud qui Exactement. s'est greffé. Oui. Et c'est super quoi, c'est toujours plus large. Ça quoi. s'étend. Ouais. 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 Mhm. Ok, trop bien. Magnifique. Et c'est vrai que du coup, ça, c'est cette charte, c'est toi qui l'introduis lors des rencontres. Oui. Est-ce que, par exemple, tout le monde s'engage sur un oui comme ça, verbal, ou il y a des choses à signer, ou c'est comment que ça... Non, c'est comme ça dans ouais. l'échange. C'est des règles finalement assez basiques, Oui. donc je pense que c'est aussi très intuitif Oui. finalement. Ouais. Ouais. Comme pour créer vraiment cet espace bienveillant, ça découle de choses du respect. Et... Voilà, donc Ouais. finalement, c'est des Rappeler. règles de base en Ouais. fait. Oui, Ouais. oui. Ouais. Au final, c'est vrai, hein, Oui, c'est oui, des oui. règles de base, mais Ouais. que finalement, on sait très bien que malheureusement, même ces bases-là ne sont pas forcément présentes. Oui. Mais ça fait du bien de rappeler, Mhm. de remettre cette base donc là, et puis de remettre finalement la personne en face, les personnes en face, à l'aise Mhm. dans voilà, des situations où on parle de choses qui peuvent faire revivre certaines émotions parfois difficiles quand même, j'imagine. Hein. Oui. Ouais. Mais d'ailleurs aussi par rapport à avant, tu parlais justement d'être cru. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui justement pour moi était hyper important parce que voilà, on vit dans une société où malheureusement ces personnes-là, elles ne sont que très peu crues souvent, pas légitimées, et finalement d'avoir un espace de parole où déjà on met tout ce cadre de bienveillance, tout ce cadre de légitimité. Et finalement, après ce partage qui permet vraiment de voir que y a aussi l'autre qui a vécu ça, il y a une autre personne qui a aussi vécu peut-être proche de moi quelque chose. Je trouve que toutes ces énergies-là, ça fait que voilà, on a ce sentiment. Enfin, j'ai pas participé donc au groupe de parole, mais j'ose imaginer qu'il y a ce sentiment de se sentir bien, quoi, finalement, vraiment de se sentir cru. Ouais. Et ça, on le voit pas que dans les violences, mais aussi quand ça part, par exemple,
dans les instances plutôt légales, quoi. Oui, Donc, oui. c'est difficile, ça. Hein. Oui. Moi, j'ai vraiment voulu donner ce nom-là à l'association parce que ça me semble être le premier La besoin, base. en fait. C'est ça. Ouais. Le premier besoin, souvent, les personnes ne parlent pas parce qu'elles ont peur qu'on les croie pas. Bien sûr. Et puis, du coup, je trouve que c'est le premier message à envoyer, c'est vraiment, mais je te crois, quoi, parce que, ça me paraît le premier besoin, mais qui est en principe pas rempli. Ouais, hein, exact, c'est ça. Ouais. Moi, je trouve que ça fait partie justement d'un processus de reconstruction. De libérer, Alors, dans le sens, quand je dis c'est que c'est une base qui permet tellement de beaucoup de choses. Je sais pas ce que vous en pensez du coup, mais j'ai l'impression que... Ouais, c'est de libérer, mais ça, presque libérer, j'ai l'impression que ça vient même dans un deuxième temps. D'abord, c'est de donner de l'importance à ce que tu dis, et c'est dans le je te crois, quoi. Et puis ensuite, ça permet de savoir que là, tu peux libérer, tu vois. Mais oui, c'est l'essentiel, et c'est très bien que ça emporte le nom, justement. Et c'est une condition sine qua non aussi, du coup, des groupes de parole. C'est clair, c'est clair. Enfin, ça me paraît la base hyper importante. Totalement. Et puis, c'est comme ça que j'ai choisi le nom de l'association, parce que je me suis vraiment dit, c'est la première chose dont on a besoin. Oui, et surtout qu'on sait qu'il y a des personnes qui ont déjà parlé puis qui n'ont pas été crues, et du coup, des fois, qui se renferment dans un mutisme et qui n'en parlent plus jamais, quoi, alors que... Du coup, gardent beaucoup d'émotions, gardent beaucoup de choses qui finalement... Et c'est plus dur d'être dans un processus aussi d'aller de l'avant et de guérison et de prendre soin, quoi. Oui. Mais justement, ça nous amène aussi à discuter de ça. C'est comment aussi toi, en tant qu'animatrice, tu te prépares à ces rencontres, et est-ce qu'il y a aussi des limites que tu poses en tant que personne, parce que malgré tout, la neutralité, c'est très difficile. En plus, c'est des vécus qui sont des fois difficiles. Ça peut être confrontant. Il y a plusieurs choses. Et aussi, est-ce qu'il y a des critères pour les personnes qui participent à ces groupes de parole, du coup? Alors, il n'y a pas de critères. C'est ouvert à toutes les personnes qui en ont besoin. Le seul critère qu'il y aurait, c'est d'avoir été victime de violences sexuelles. Donc oui, il y a quand même un critère. Et puis, comment je me prépare? Alors, j'essaye déjà de trouver un passage de livre, en principe. Trop bien. Parce que ça, c'est sympa. J'adore quand on commence avec un petit passage de livre, t'es là genre waouh, c'est hyper poignant, et après t'es là ok. Je sais pas, je trouve que ça met les bases au-delà donc des bases de la charte, etc. Vraiment, ça pose le truc, quoi. J'adore ça. Moi, je trouve que il y a vraiment des ouvrages où c'est bien écrit, ça met les mots dont il nous manque. Juste, les mots justes. Et parfois, ça peut traduire quelque chose qu'on ressent en mots qu'on n'arrive pas forcément nous-mêmes à faire. Et puis, du coup, à chaque fois, j'essaie de sélectionner un passage qui m'a touchée ou qui m'a particulièrement interpellée ou comme ça. Et puis... bien sûr que les personnes qui participent peuvent aussi apporter un passage. Je dis toujours, à la fin du groupe, si la prochaine fois, il y a quelque chose que vous aimeriez dire en début de séance, donc moi, j'en garde toujours un de côté. Mais si une personne souhaite partager quelque chose qu'elle a lu... où ça a résonné, ou des fois, comme tu dis, mettre en mots des sentiments et des Exactement. Exactement. D'ailleurs, j'y pense maintenant, mais est-ce qu'il y a un nombre limité de places? Voilà. Là, c'est venu comme ça. Il y a un nombre ou pas forcément? Il n'y a pas de nombre limité. Peut-être pas 1000, hein? Non, bien sûr que si on était 15, je réfléchirais à... Mais pour le moment, il n'y a pas besoin. On est à peu près, je dirais, maximum 7. Ok. Ça tourne autour de ces... Donc, c'est pas vraiment un souci pour l'instant, mais... clairement. Et moi, j'avais aussi une autre question. Est-ce qu'il y a une possibilité de participer plusieurs fois ou de revenir, ou c'est... J'adore. On est tout le temps comme ça avec Mathilde. On a les cerveaux qui fusionnent. Et du coup, on a les mêmes questions. Alors, bien sûr. Moi, j'ai des personnes qui viennent depuis le début. Depuis maintenant 1 an et demi. Oui. Okay. Donc, c'est vraiment... Puis, c'est libre, en fait. On peut venir, plus venir, revenir quand on en a besoin. C'est vraiment ouvert. On peut venir qu'une fois. Si ça convient pas, peut-être le format ou l'animation. Donc, c'est vraiment super libre.
Mais ça, c'est bien de le dire aussi pour, du coup, s'il y a des personnes aussi qui écoutent et puis chez qui ça fait écho, qui connaissent des gens qui auraient besoin de venir dans ces rencontres. Voilà, que c'est aussi sans condition, disons, c'est un engagement qui t'appartient si tu as envie, mais si tu es... Exactement. Ouais. Donc c'est bien aussi, ouais. Et puis, pendant ces rencontres, on peut bien sûr partir à n'importe quel moment. Ouais. Si c'est trop, quoi voilà. que ce soit. Ouais. Sans justification. Ouais. Enfin, moi, je le dis vraiment au début, vous pouvez vous lever et puis on ne va Ouais. pas poser de questions. Oui. Quoi. Si ça convient pas, c'est vraiment important de se sentir libre et de dire, mais, Ouais. en fait, non, Ouais. j'étais pas prête ou ça me va pas. Mhm. Finalement, d'échanger Ouais. dans un mode plutôt collectif, j'aime Ouais. mieux l'individuel. Oui. Ou voilà. Donc, ou faire une pause aussi, partir, Oui. aller un peu se calmer, respirer. revenir. Ouais. Enfin, c'est vraiment un format ouvert et libre. Ouais. C'est super. Et ça, je trouve que c'est un point que tu soulèves. Et moi, personnellement aussi, je le vis dans ma pratique. Mais Nicieta, je pense que toi aussi. Mais du coup, c'est vraiment le respect des rythmes. Et des fois, c'est vrai que ça, c'est super important parce que... Tu peux pas aller plus vite que l'autre. Non. Et ça, tu le mets dans une mauvaise position, la personne, finalement. Totalement. Et puis, en fait, des fois, il y a des choses qui ont besoin d'être digérées. Enfin, voilà. Et ça, c'est super important aussi quand il y a un investissement dans de la guérison ou le fait de parler. Ça peut prendre plein de formes. Hein, mais ce respect du rythme et le respect, des fois, d'avoir des temps de... c'est super important aussi. Donc, trop bien. Ouais, je trouve que c'est primordial. Oui, non, c'est vrai. Et puis justement, alors du coup, lors de ces rencontres de groupe, comment ça se manifeste, ces différents éléments, donc sortir du tabou et du silence qui règne, reprendre confiance, sortir de l'isolement. Comment finalement ça se traduit dans tes rencontres? Alors, je pense que déjà, pour pouvoir sortir du tabou, il faut utiliser les mots. Ouais. Donc, Très puissant, les mots. Hein. Voilà, donc on appelle un viol un viol. C'est pas obligatoire, hein, la personne, elle peut ne pas être prête, elle peut... Voilà. Mais on va pas être gêné avec les mots, quoi. Ouais. Et je pense que ça, c'est déjà super important de sentir que la personne n'est pas mal à l'aise face aux mots... Des mots qui sont tabous, en fait. Donc, je pense déjà, le premier truc, c'est d'accueillir ces mots tels qu'ils sont, en fait. Et puis ça permet aussi de sortir du tabou, de pouvoir le dire, et puis que ce soit... vraiment, il y a un mot concret sur ce qui s'est passé. C'est ça, de parler de cette réalité avec donc des mots pour finalement que ça sorte de ce silence qui est vraiment caché, quoi. Exactement. Oui, puis que ce soit toujours autour de cette impression que c'est que des ressentis et que c'est super interne et que c'est à toi d'en prendre soin. Voilà. Mais alors que si c'est là, ben voilà, on peut en faire quelque chose, quoi. C'est du concret aussi. Exactement. Ouais. Okay. Donc, je pense à ça, une première partie, c'est de vraiment pouvoir dire ce qu'on a envie, de pouvoir déposer en fait ce vécu-là. Et puis par rapport à l'isolement aussi, comme il y a plusieurs personnes qui partagent un même vécu, je pense que là déjà aussi ça aide de se reconnaître dans le vécu de l'autre, de sentir qu'on n'est pas seul à vivre ça, qu'on n'est pas seul à partager ses sensations aussi, parce que finalement lorsqu'on parle entre personnes qui ont le même vécu, on a une compréhension quasi innée, en fait, de ce que l'autre est en train de dire. En fait, là, je pense à ça parce qu'effectivement, du coup, l'isolement, ça fait que, malheureusement, quand tu vis ces genres d'expériences, automatiquement, d'office, tu te sens seul, justement. Même si tu sais que parfois, il y a aussi d'autres personnes, tu te sens quand même seul parce que tu es seul à ce problème, en quelque sorte. Et puis, je trouve qu'il y a après tout un travail qui se fait. Donc, j'ai l'impression où, par exemple, il y a des séquelles qui sont parfois communes face à des violences sexuelles. Et puis, de voir que, il y a une autre personne qui a des mêmes, peut-être, comportements qui sont peut-être expliqués souvent par des violences sexuelles, à cause des violences sexuelles. Eh bien, je trouve que ça permet aussi de se comprendre soi-même aussi. Peut-être que ça vient de là et en fait je comprends que, et je vois qu'en fait je suis pas tarée toute seule à vivre ce truc.
Et parce que, ben, évidemment, qu'il y a je pense, tout le sentiment de culpabilité, de C'est ce que honte. j'allais dire. Voilà, hein, Ouais. on est synchro. Non, mais c'est de C'est sortir ça. de cette culpabilisation, Oui. de nouveau retourner le problème face à nous-mêmes en disant Exactement. c'est à moi de le régler Ouais. et personne ne pourra comprendre Voilà. et voilà quoi. C'est de ma faute, j'imagine aussi. Il y a ouais, tout ce retour. Mais là, il y a quelque chose d'intéressant par rapport au groupe qui se passe, Ouais. justement, avec c'est Ouais. ma faute, etc. Ouais. Parce qu'il y a une sorte d'effet un peu miroir. Ouais. Hmm. Mais non, C'est-à-dire- c'est pas de rassurer. Ouais, exactement. Ouais, j'étais en train de. Ouais. En Non, fait, c'est plus face facile, au... je trouve. Voilà, Ouais. exactement. Face au vécu de quelqu'un, on va dire, ah mais non, Ouais. c'est pas ta faute, t'as été chez lui, ben en fait, ça n'a rien à voir, etc. Et puis on est beaucoup plus dur avec soi-même. Ouais. Et parfois, de pouvoir observer ça dans un groupe, après, c'est plus facile à l'appliquer sur soi, Ouais. à le faire Totalement, revenir à totalement. l'intérieur. Ouais. Ah, c'est beau. Donc je trouve qu'il y a justement quelque chose d'intéressant dans cette dynamique de groupe, finalement, parce qu'on prend en principe beaucoup plus soin des autres. Totalement. Et après, ça questionne sur son propre soin à soi. Ouais. Et je trouve que c'est une bonne dynamique, en fait. Ouais. Et c'est vrai, souvent, on est dur avec nous-mêmes plus que ce qu'on est dur avec nos amis, nos familles, notre entourage. Oui. Mais l'effet miroir, comme ça, c'est aussi quelque chose qu'ils utilisent en thérapie et qui est super fort parce que c'est vraiment de dire, de renvoyer. Et après, la prise de conscience, c'est vrai qu'elle est assez dingue, quoi, de se dire, mais en fait, oui, j'aimerais pas que quelqu'un que j'aime vive ça. Et à quel moment, pour moi, il n'y a pas ces questionnements, quoi. Ouais. Et puis bon, j'avoue aussi que les groupes comme ça, les dynamiques de groupe comme ça, c'est puissant. Enfin, souvent, il y a quelque chose qui se crée et qui appartient au groupe et qui est super intéressant aussi. J'ai beaucoup d'admiration pour toi, en tout cas, Marie. Vraiment, je trouve ça trop beau qu'il y ait ça, quoi, qu'il soit mis en place. Ouais. Non, c'est très chouette. Je pense que la première ressource d'un groupe, c'est finalement chaque individu. Chaque individu avec son vécu, ses outils, qui peut échanger, s'inspirer. Et puis finalement, c'est ça la richesse du groupe. Ouais, l'individu qui crée le collectif, quoi. Exactement. Ouais. Exactement. D'ailleurs, justement, est-ce qu'il y a des post-rencontres ou est-ce que ça reste uniquement dans le groupe? Est-ce que les groupes de parole, c'est une chose, mais est-ce qu'il y a des post-rencontres, toi et d'autres personnes? Alors, comment ça se passe plutôt? En principe, pas. Voilà. Si une personne est vraiment en détresse intense, bien sûr, je vais rester avec cette personne, puis on va prendre le temps. Mais c'est vrai que comme je ne suis pas psychologue, je ne fais pas de rencontres individuelles. J'anime vraiment les groupes. Et donc, il n'y a pas vraiment de rencontres individuelles, sauf dans le cadre de... je fais également du suivi de procès pénal. Et puis, dans ce cadre-là, j'ai des rendez-vous avec les personnes pour les préparer, essayer... je me rends au procès ensuite comme personne de confiance. Donc, c'est important aussi d'avoir une bonne relation avec la personne pour que ça puisse être un outil pendant l'audience. Parce que c'est vrai que si c'est seulement à l'audience, ça n'a pas trop d'intérêt finalement. Ça porte quand même le nom de personne de confiance. Donc, il faut quand même établir un lien et puis que la personne puisse me considérer comme un outil. Que tu sois vraiment une ressource et que tu puisses apporter. Oui. Ouais, c'est trop intéressant ça aussi, parce que des fois, c'est vrai que c'est dur de ce passage à l'acte, de vouloir aller aussi... soit porter plainte, soit aller plus loin dans les démarches, et puis de savoir qu'il y a quelqu'un quand même, notamment toi, qui est là pour soutenir, pour accompagner, pour préparer. Je pense que ça, c'est aussi un gros travail, parce que préparer, c'est aussi pas évident, quoi, de pouvoir entendre certaines choses, d'être confronté, de revoir aussi les personnes auteurs. Puis souvent, c'est très intime, en fait. Donc, on n'a pas envie de forcément aller soit avec notre famille, soit avec nos amis. On n'a pas envie d'avouer certaines choses à un entourage proche. Donc, je pense, parfois, ça peut être bien, si on n'est pas à l'aise, d'avoir une personne externe qui, finalement, ne sait rien et qu'on ne va pas côtoyer dans la vie tous les jours. Ouais, c'est important. Ouais. Puis, pour rebondir justement à ce qu'a dit Mathilde, je trouve qu'il y a vraiment... En fait, t'es, comme tu dis, un outil, un support, une personne de confiance aussi face à des violences institutionnelles secondaires, la justice, où on doit justement repasser
par certaines choses, repasser par Certains traumas. Voilà, exactement, sans forcément qu'il y ait un souci hein, de la personne qui a vécu. Donc là, je parle des instances. Je pense, ouais, juge, police, tout ce qui est médical aussi. Hein. Et donc, du coup, c'est juste, ouais, c'est une richesse et c'est extrêmement important d'avoir une personne comme toi qui peut remettre un peu les pendules, être là pour la personne si elle doit revivre plein de choses, plein d'émotions. Ouais. Puis je pense aussi, après ces séances, en fait. Ouais. Souvent, c'est vrai que la personne, quand c'est fini, elle est un peu laissée à elle-même. Voilà. C'est fini. Faut retourner dans la vie normale, en fait. Alors que ce que la personne vient de vivre est extrêmement violent totalement. dans un tribunal. Donc, je pense que c'est aussi important d'avoir quelqu'un qui est là pour après, pour prendre le temps, débriefer, déposer ce qu'on a envie de déposer, déposer aussi sa colère, la frustration de ne pas avoir pu parler au moment où on avait envie de parler. C'est un processus qui est extrêmement frustrant. Ouais, puis ça mélange plein d'émotions, je pense aussi. Et puis, quand tu dis aussi une personne extérieure aux gens proches, je pense que c'est aussi important parce que j'ai lu aussi plusieurs un peu recherches avec des témoignages où après c'est dur d'être vu comme quelqu'un qui a été victime et c'est dur de ressortir de ça. Et du coup, si c'est quelqu'un d'extérieur que après tu côtoies pas forcément tous les jours et comme ça, c'est aussi important parce que du coup, voilà, on n'est pas toujours remis à cette place de personne qui a subi des violences et qui a été victime, quoi. En fait, je trouve que c'est ça, c'est qu'il y a ce besoin, en tout cas souvent, qui ressort d'être entendu, d'être dans le cru et d'être, voilà, ok, tu as vécu ça, moi je suis là, moi, enfin vraiment, mais en même temps, il y a cette vraiment limite. Et je suis pas que ça et je suis pas forcément définie par ça et voilà, ça peut être une partie de ma vie et après on peut avancer. Voilà, et que ce soit bénéfique d'avoir cette personne extérieure, quoi. Oui. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais... Oui, moi je pense que c'est important parce que peut-être aussi chaque étape prend un temps. Voilà. Donc parfois on a besoin d'être défini que par ça pendant un temps. C'est ça. Et puis après plus. Et puis voilà. Donc je pense qu'il y a un temps pour tout en fait. Et puis on va pas tous et tous au même rythme. Donc peut-être des phases de différentes longueurs. Ou, voilà. Et je pense que ça c'est important aussi de laisser le temps et de pouvoir se définir comme on a envie suivant l'étape dans laquelle on choisit on quoi. Choisit, Oui. Et c'est vraiment un processus, quoi. C'est pas linéaire et il y a pas pour tout le monde, c'est pas un protocole non plus. Et il y a des hauts, des bas, et puis ça fait partie du processus. Souvent, on est super frustré quand on a l'impression qu'on est revenu en arrière, mais finalement, c'est un processus. Il y a des hauts, des bas, et ça veut pas dire quoi. On en apprend finalement toujours, même quand ça rechute. Ok, qu'est-ce qu'il y a, enfin voilà, ça renvoie vraiment à une espèce de rétrospection, quoi. Oui. Mais on a tendance à voir ça comme un échec personnel, mais finalement, ça fait partie du chemin. Et du coup, c'est vrai que dans ce processus, parce que c'est, comme tu disais, il y a des hauts, il y a des bas, et il y a aussi tout le travail de reprendre confiance, notamment aussi pour les participants et des groupes de parole, mais aussi dans tout le reste. Je pense que ça, c'est hyper important. Moi, je crois beaucoup à l'agentivité, en fait, de chaque individu. Et je pense que on a toutes et tous les ressources finalement, mais parfois on a besoin d'un petit coup de pouce pour les activer. Mais finalement, on possède ces ressources, mais parfois on a un peu du mal à les activer, on a besoin d'un petit peu d'aide pour se rendre compte qu'on les a, et je pense que ça, c'est hyper important pour aller mieux. Je pense que Et ça rejoint aussi ce qu'on discutait tout à l'heure en off, mais c'est aussi ce truc de se dire, en fait, si j'ai moi les ressources et puis que des fois c'est juste de mettre en lumière ou bien de renvoyer qu'en fait on peut aussi trouver les ressources en soi, c'est aussi d'une puissance parce qu'en fait
on a besoin d'un coup de pouce, mais on n'a pas besoin de quelqu'un qui nous amène les réponses. Les réponses, on les a en nous, et puis des fois, c'est juste de les retrouver et de reprendre confiance en soi, surtout si on a vécu des événements traumatiques, de violences sexuelles, mais aussi d'autres violences, hein, parfois. Et c'est la perte de confiance en soi, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Et du coup, d'avoir confiance et de retrouver en soi les réponses. Et je pense que c'est aussi hyper important de savoir qu'on peut se suffire aussi. Et de l'agentivité, pour moi, c'est aussi ça, quoi. Exactement, ouais. Moi, c'est vraiment le point, je trouve, le plus important, justement, au niveau de la reprise de confiance, c'est de voir qu'on est capable, et puis, finalement, on possède tout. Ouais, on possède tout, c'est vrai. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu ces étapes aussi, parfois, où, justement, c'est peu clair, c'est un peu flou, parfois. C'est un peu, évidemment, ça a bousculé. Et que finalement, gentiment, après, ça permet, grâce au groupe, de finalement, en fait, savoir que tu as les ressources. Juste que c'était trouble, flou, pour une raison, évidemment, complètement légitime. Oui. Et ça aide à voir clair, quoi. Et de voir que finalement, en fait, on s'auto-aide, on s'inter-aide. On s'inter-aide, non mais moi le français, on s'entre-aide. On s'entraide à ouvrir des portes, en fait, qui sont là, mais qui sont parfois un peu fermées. Exactement, pour imager un peu. Et est-ce que dans ton expérience, tu as des retours, soit des participants, soit aussi tu disais que des fois tu travailles avec d'autres professionnels dans le cadre des groupes de parole ou après aussi dans les phases d'après. Tu serais d'accord de nous en parler un peu ? Oui. Le retour par rapport aux personnes du groupe, donc c'est toujours finalement positif. Mais après, ça reste très subjectif. On va pas me dire non, ça n'a pas été, ça m'aide pas du tout. Donc évidemment que j'aurais que la majorité des retours sont positifs. Et puis par rapport aux autres professionnels, par exemple du droit, finalement les avocates disent qu'ils peuvent ne plus s'occuper parce qu'on est humain, en fait, donc ils sont touchés par les émotions et le vécu de la personne qu'ils ont à défendre. Et finalement, on peut pas porter deux casquettes, et le professionnel du droit et l'intervenant social. Exact. Donc, c'est vrai que c'est difficile de se concentrer sur les deux. Et puis, le retour que j'ai eu, c'est justement que les avocates peuvent se concentrer sur ce qui est dit dans une salle d'audience et ne pas penser à la personne qui pleure à côté, etc. De savoir qu'il y a vraiment quelqu'un pour s'occuper de ça. De définir les rôles, quoi. Exactement. Et les compétences, pas qu'ils ne les ont pas, mais du coup, qu'il y a quelqu'un pour remplir ces compétences-là, quoi. Oui, parce que je pense que c'est très difficile, quoi, d'avoir deux casquettes et puis de se trouver là au milieu. Et puis, ça permet aussi, finalement, de finir les audiences, etc. Parce que c'est vrai que si la personne s'écroule, finalement, on doit mettre fin à l'audience, reprendre une autre fois. Donc, c'est quand même positif. Oui. Puis ça évite aussi, je pense, d'épuiser la personne qui doit les raconter, parce que si effectivement on doit mettre fin puis reprendre, c'est déjà un processus qui est lourd et dur et pas évident. Et du coup, si à chaque fois ça repousse parce que en fait il y a les rôles sont pas très bien définis. Et exactement. Aussi, j'ai l'impression que si tu travailles dans le droit, peut-être tu as aussi tout simplement pas de spécialisation dans ce domaine-là, pas d'outils. Et finalement, à quel point, alors oui, c'est toujours bien d'avoir une personne qui peut être soutenante, qui peut être justement donc là pour toi, mais voilà, c'est vrai que le rôle, du coup, il peut vite être un peu bloqué parce que tu n'as pas forcément les outils pour. Et donc, heureusement qu'il y a ce qui vient. Enfin, tu m'étonnes que tu as des retours positifs, j'ai envie de dire. Non, mais vraiment, voilà. Après, c'est vrai que je comprends aussi ce que tu dis, que c'est difficile, je pense, d'avoir accès vraiment. Les gens vont te dire ça va ou pas, quoi. Mais je pense quand même qu'effectivement, il y a plein de retours positifs et que c'est juste que
nous, je pense, en tant qu'individu, c'est dur de se dire, en fait, il y aurait la place à ce qu'ils disent non, ça n'a pas été, alors que pas forcément, mais... Exactement, ouais. Mais je suis sûre qu'il y a plein de retours positifs aussi. Parfois, il y a des retours un peu plus concrets, je dirais, où j'ai eu une personne du groupe qui avait plus de vie sexuelle avec son conjoint depuis 10 ans. J'allais te demander en plus un peu, évidemment, les sexologues. C'est nous qui les rattrapons après, en plus. Et puis, cette personne a réussi à reprendre une vie sexuelle. Et ça, c'était super touchant et incroyable, quoi. Donc, ça, c'est vraiment un retour concret qui fait du bien. On se dit, waouh, c'est chouette. Et ça sert à quelque chose. Justement, donc on te parle de sexualité dans les groupes de parole. Ça se traduit comment, donc, quand on parle de sexualité? Alors, je dirais qu'il y a un peu toutes les réactions possibles et imaginables et qu'elles sont toutes OK. Ça peut passer par plus de sexualité du tout. Mais finalement, c'est pas la seule réaction. Il y a aussi une sorte de stéréotype avec ça, quand on est une personne violée, on doit finalement ne plus avoir de sexualité. Ça doit être pas possible. Autrement, on n'a pas été victime. Enfin, il y a aussi une sorte d'injonction. D'injonction, Exactement. Stigmatisation aussi. Oui. Alors qu'en réalité, d'ailleurs, je me permets de juste aussi compléter. Oui. En réalité, enfin pas en réalité, pardon. Il y a aussi justement tout un groupe de personnes qui ont beaucoup plus de relations sexuelles pour se réapproprier le corps, pour se dire, OK, cette fois-ci, c'est moi qui décide. Donc voilà, il y a aussi reprise de pouvoir par la sexualité aussi. Et puis moi, je trouve dans la majorité des cas, c'est plutôt comme ça, en fait. Il y a une hypersexualisation, en principe, au début, et puis après, ça va par phase. Mais je dirais que finalement, il y a toutes les réactions possibles et que tout est OK. Et que finalement, c'est pas parce qu'on a été victime de viol qu'on doit ne plus avoir de sexualité. Totalement. Et puis aussi, pour moi, c'est aussi méga important de dire qu'il n'y a pas de juste ou faux. Et juste à ce moment-là, tu fais comme tu peux pour cope, pour gérer la situation. Et puis ça, c'est aussi quelque chose qui ressort en consultation, de dire, mais il ne faut pas se culpabiliser qu'après, même des fois, tu es allé revoir la même personne avec qui tu as subi ce viol ou violence sexuelle. Mais parce que ça, c'est sur tabou. Le moment, j'adore, et puis en même temps, c'est tabou, la manière que tu as de gérer ça. Et puis il faut pas aller après dire oh là là, tu vois, de toi amener du stigma dans soit les thérapies, soit voilà, mais exactement. Puis souvent on n'ose pas le dire en fait à notre entourage, je suis retournée, comment ça va être perçu, comment ça va être vu, vraiment c'est très difficile. Puis finalement dans ce groupe on peut le faire et puis on peut déposer ça. Et puis, on va pas être jugé, on va pas nous dire « Ah non, mais il fallait pas y aller. » Et je pense que ça, aussi de se dire... Parce que voilà, c'est aussi souvent avec la réaction des gens autour ou de la société ou comme ça, mais de savoir que là, on peut le déposer et puis qu'après, on n'a pas besoin de s'auto-infliger cette culpabilité et comme ça. Aussi, la puissance de cette libération, je pense, pour beaucoup de gens aussi, c'est hyper important dans ce process, quoi. Et puis justement, l'hypersexualisation, c'est assez mal compris, finalement. Et pourtant, c'est vrai que c'est dans la majorité des cas. Et puis, c'est vrai qu'on va avoir honte de le dire à son entourage, et puis les personnes vont peut-être remettre en cause le vécu si on fait ça, et puis... c'est vraiment difficile. Mais ça, je trouve aussi... ça, c'est vraiment notre master, mais je trouve aussi que, étant donné quand même... il n'y a pas que, mais la majorité quand même des violences sexuelles, c'est sur des femmes. C'est aussi tout ce tabou autour de la sexualité féminine et mais en fait, si tu as été violentée ou violée, alors tu dois te renfermer sur toi et tu dois plus être épanouie sexuellement et tu dois forcément avoir des problèmes ou plus de sexualité ou être abstinente ou comme ça. Alors que non, en fait, ça n'enferme pas et surtout, c'est pas un problème si c'est pas ton vécu, quoi. Si toi, t'as pas ressenti ça. Oui. Et ça, je trouve que c'est hyper important de le souligner, mais c'est vrai que le thème de la sexualité revient très souvent dans les groupes. Parce qu'il y a... ça impacte violence sexuelle, ça impacte considérablement la sexualité, évidemment. Dans la majorité des cas, il y a quand même... de différentes manières. Quand je dis Voilà. considérablement, c'est que ça peut toucher une part ici, une part autre part. Enfin, voilà. Exactement. C'est individuel, l'expérience que tu vis après, quoi. Oui. Donc, du coup, ça se traduit donc soit par une hypersexualité, soit donc au contraire
par un manque donc, de désir. Mhm. Est-ce qu'il y a aussi, par exemple, la dissociation qui revient pas mal? Oui. Ouais. Donc parfois, on a envie, mais il se trouve que quand on est pendant le moment, on a des flashbacks, Ouais. etc. Ouais. Et le corps, il se... avec l'esprit, Exactement. Donc moi, j'encourage en tout cas à aller Ouais. au Entamer un suivi ou... voilà, Ouais. entamer un suivi, puis en fait ne pas finalement quand on a ces flashbacks et tout, de dire ok, maintenant c'est stop. Ouais. C'est stop, Ouais. Ouais. j'ai besoin de m'arrêter Ouais. là. Stop. Et je pense que ça c'est hyper Ouais. important Les aussi. limites, hein. Oui, Bah, surtout le travail sur les limites, si elles n'ont pas été respectées à un moment donné, c'est voilà, très dans leur difficile vécu. ensuite. Ouais, totalement. Oui. Et ça aussi, je pense que de le dire, tu parlais du pouvoir des mots avant, mais je pense aussi de déjà rien qu'entendre, et des fois d'entendre quelqu'un d'autre qui le dit. Mhm. C'est Voilà. ah ben oui, en fait, ding ding ding, ça Tu fait sens le écho. plexus Ouais, faire- mais ça me fout des crises Non, mais voilà, Ouais, quoi. ouais. Et puis aussi, Non, c'est des clair. fois, c'est autour de blocages physiques, autour de certaines parties aussi. Oui, Et oui. des fois, c'est dur à faire sens. Ou... Ouais. Mhm. Du coup, c'est vrai que c'était aussi intéressant pour nous de voir comment en fait cette initiative elle s'inscrit dans une approche plus globale de soutien aux personnes victimes. Alors là, on a parlé notamment avec le biais aussi de la sexualité, d'autres professionnels du coup aussi au niveau plutôt légal. Mhm. Mais du coup, justement, qu'est-ce que l'association Je te crois Valais apporte de différent et comment elle s'inscrit un peu dans cette globalité? Déjà, la première chose, c'est que le groupe ne remplace pas une thérapie individuelle. Je pense que ça s'inscrit dans une thérapie plus globale, en fait. Et ça peut être un complément. Voilà. Et par rapport à la thématique, je pense que aujourd'hui, comme ça l'a été jusqu'à maintenant, c'est un problème systémique. Ouais. Ça touche énormément de personnes. Je pense que c'est un problème de santé publique. Oui. Et comme tu dis, preach. Oui. Voilà. Ouais. Exactement. Donc, je pense que ça s'inscrit justement dans ce contexte-là. C'est que aujourd'hui, il y a un énorme souci. Enfin, il y avait déjà avant, mais finalement... toujours aujourd'hui, du coup. Toujours aujourd'hui. Ouais, voilà. Je pense que c'est important de prendre ça à bras le corps au bout d'un moment et de faire quelque chose. Ouais. Totalement. Exactement. Ouais. Et je pense, pour rebondir sur ce que tu disais, que le groupe de parole, c'est aussi une autre manière, finalement, que ça remplace pas un suivi, mais c'est aussi, des fois, comme tu disais, toute la puissance de ce groupe et des prises de conscience en écoutant le récit d'autres personnes. Et je pense que ça se fasse collectivement, c'est déjà un pas de c'est plus que mon problème. Déjà, ça concerne d'autres personnes. Et justement, pour arriver jusqu'au systémique, dont on a besoin de poser ça dans le débat public, dans le débat politique, et dans le débat de santé publique aussi. Mais c'est déjà un premier pas à ça, je trouve, qu'on passe de soi à en fait, ça se passe aussi pour d'autres personnes. Et après, on en fait quoi Ouais. En fait, je trouve qu'il y a quand même tous ceux, et là, je vais en revenir. Bon, j'ai déjà dit 2 fois pendant cet épisode, mais jamais 203. Mais du coup, c'est vraiment pour te dire que c'est tellement beau parce qu'en fait, il y a aussi toute une responsabilité qui est complètement invisibilisée, donc la tienne, en l'occurrence. C'est grâce à des personnes comme toi que je trouve que... militantes et engagées. Et je trouve, on parle même un peu, je trouvais... Enfin, je sais pas, j'ai pensé un peu à ça, mais un peu une espèce de charge émotionnelle militante. Je sais pas si tu te reconnais là-dedans. C'est un peu justement de reprendre et de militer à ta manière, selon ton vécu justement, ton expérience personnelle, pour débloquer certaines choses. Et puis ça, c'est juste... Mais tu sais, je reprends ce que tu disais la dernière fois, Nice, parce que tu disais, mais moi, mon militantisme, il se passe pas dans les rues, dans les foules, voilà, il y a différents parce que toi, c'est pas ton truc, mais en fait, qu'il y a vraiment d'autres formes de militantisme, tu vois. Ouais. Créer une initiative comme l'association et puis après te dépatouiller pour trouver des lieux, c'est hyper important et puis c'est un militantisme hyper engagé quoi, je pense. Ouais, et puis finalement si on n'avait pas besoin, je le ferais pas. En fait, mais finalement, je m'en passerais bien. Mais ça comble un manque. Ouais. C'est que au bout d'un moment, il faut combler ce manque d'une manière ou d'une autre. Et je pense qu'on peut chacune faire un petit pas et parfois proposer quelque chose. En tout cas, on tient, parce que je sais que tu seras de mon avis, on tient vraiment à te remercier, quoi,
de cette présence. Bah, aussi d'être venu ici pour En étendre, parler. voilà, parler de ton association, parler des violences sexuelles et voilà, de faire plus de bruit, toujours plus de bruit. Et voilà, quoi. C'est Bah, merci Ouais. à vous de m'avoir invitée. J'étais super honorée de cette invitation. je suis J'étais... langue ouais. déliée. Oui, Nous, on se dit à vraiment, chaque fois quand même, c'est vraiment. fou que des gens soient Oui, on a honorés ce quand retour même, de ouais. les gens sont honorés et nous on est là, Oui. mais c'est nous qui sommes honorés. Ah non, moi j'étais tellement, tellement Ouais, voilà. touchée. Ouais, vraiment. Mais alors justement pour un peu donc conclure cet épisode, eh bien, est-ce que déjà tu as une idée forte à faire passer, que tu aimerais vraiment faire passer à nos auditeurs, auditorices? Ben, ce serait le nom de l'association. Si je Ouais. devais passer un message, c'est... ben, en tout te cas, crois. au sein de l'association, on te croit. Ouais. Et si tu en as besoin, sens-toi libre de venir. Ouais. Tu peux venir comme tu es, et puis tu vas pas être jugé, tu vas trouver un espace bienveillant. Et vraiment, faut pas hésiter. Et bien sûr, c'est gratuit. Pardon, j'ai oublié de... Ah mais j'avoue qu'on n'a On pas va dit le en dire. fait. C'est gratuit. Le Ouais. suivi aussi pénal est gratuit. Donc, c'est vraiment... si tu en as besoin, tu peux venir. On mettra en description effectivement, même Bah, s'il y aura en fin de... on mettra le site aussi Oui. en description. Ouais. Et puis aussi, si vous connaissez des personnes qui ont ces vécus-là, de juste leur dire que ça peut être une ressource aussi. Je pense que c'est bien. Oui. Effectivement. Toujours c'est le bouche à oreille, hein, il est super puissant. Ouais. Donc si vous écoutez ce podcast et que vous pensez à une personne, envoyez-lui. Voilà. Ouais. Super. Et puis du coup, alors pour terminer justement, comme d'habitude, on va vous mettre quelques ressources en description pour pouvoir justement vous aiguiller en cas de besoin. Et puis évidemment, ressources principales ici, donc je te crois, Valévo. Et puis voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés ou regardés, ça dépend, et où, comme d'habitude. Et on est vraiment super contente de pouvoir toujours plus vous fournir des informations et des redirections d'associations, de savoir et autres. Ouais, merci encore Marie. Voilà, pour ta venue. Merci à vous. beaucoup. Merci. Ciao, ciao. Bisous. Ciao, ciao.